Le canon du revolver froid contre ma tempe, je pressai la détente sans un cri. Le monde explosa en un éclat de douleur blanche, puis le noir absolu m'engloutit comme la Seine en crue. Mais au lieu du vide éternel, je me réveillai en sursaut, le cœur battant la chamade, dans un lit qui n'était pas le mien non, c'était le mien, celui de l'appartement haussmannien du 16e arrondissement, avec ses draps en lin froissé et l'odeur familière de café brûlé qui filtrait de la cuisine. J'avais 48 ans, pas 62, mes mains, que je levais devant mes yeux écarquillés, étaient lisses, sans les rides creusées par des années de regrets amers. Sophie. Mon Dieu, Sophie. Sa voix, ce matin-là, résonnait encore dans ma tête comme un écho maudit, « Papa, tu n'es pas invité ». Les mots qu'elle avait crachés au téléphone, 3 mois avant le mariage, avec une froideur qui m'avait transpercé plus sûrement qu'une lame. J'avais financé la moitié de cette mascarade de 200 000 € pour le traiteur étoilé, les fleurs importées d'Amsterdam, le vin de Bordeaux millésimé. Et en échange, une invitation froissée, jetée à la poubelle par son futur mari, Jacques, ce serpent aux yeux de velours. J'étais mort pour ça, seul dans mon bureau surplombant la tour Eiffel, un flacon de pilule vide à la main, le cœur brisé par la trahison de ma propre chair. Mais maintenant, j'étais de retour. 30 jours avant cette conversation fatidique. Le calendrier sur la table de nuit indiquait le 8 novembre 2023. Paris bruissait déjà des feuilles mortes dans le vent automnal, et je sentais le pouls de la ville comme une veine ouverte. Étais-je fou? Un fantôme dans ma propre peau? Non. La mémoire de ma mort était trop vive, trop réelle, le goût métallique du sang dans ma bouche, le dernier regard vers le portrait de Sophie sur mon bureau, rayonnant dans sa robe de demoiselle d'honneur lors de son diplôme. Elle avait 25 ans, des cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Trévis, et des yeux verts hérités de sa mère, cette femme que j'avais perdue trop tôt dans un accident de voiture sur la 6. Sophie était tout ce qui me restait. Et elle m'avait trahi. Je me levai d'un bond, les jambes tremblantes, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya l'image d'un homme encore vigoureux, Pierre Laurent, PDG de Laurent Immobilier, l'empire que j'avais bâti pierre par pierre après la faillite de mon père en 1990. Mes épaules larges, mon costume sur mesure pendu à la porte, tout était là, intact. Mais dans mes yeux, une flamme nouvelle brûlait, un feu de vengeance qui consumait les cendres de ma faiblesse passée. Jacques. Ce nom seul suffisait à faire bouillir mon sang. Dans ma vie précédente, j'avais tout découvert trop tard, ses dettes cachées, ses magouilles avec des promoteurs véreux dans le quartier des Champs-Élysées, son chantage subtil sur Sophie pour qu'elle me coupe de sa vie. Il l'avait isolée, empoisonnée contre moi, prétextant mes absences professionnelles pour justifier sa cruauté. Et Sophie? Avait-elle cédé par amour, ou par peur? La question me rongeait déjà. Je m'habillai précipitamment, enfilant une chemise blanche impeccable et un pantalon de laine gris. Dehors, la pluie fine de novembre martelait les pavés de l'avenue Foch. Je hélai un taxi au pas de chauffeur privé, pas encore, je voulais sentir la ville, la humer comme un prédateur guettant sa proie. Direction, le Café de la Paix, où Sophie et moi avions l'habitude de nous retrouver le dimanche. C'était notre rituel, du temps où elle était encore ma petite fille, celle qui grimpait sur mes genoux pour écouter des histoires de châteaux en Normandie. Aujourd'hui, elle y allait avec lui. Jacques Duval, l'avocat flamboyant de 30 ans, avec son sourire carnassier et ses costumes italiens taillés sur mesure. Je le haïssais déjà, avant même de le revoir. Le taxi me déposa devant l'Opéra Garnier, ses statues dorées luisant sous la bruine. Je m'assis à une table en terrasse, protégée par un auvent rayé, et commandai un expresso serré. Mon téléphone vibra, un message de Sophie. « Papa, on se voit ce soir? Jacques veut te rencontrer pour discuter du mariage. Bisous. » Mon cœur se serra. Dans ma timeline brisée, ce « on » avait été le début de la fin. J'avais accepté, naïf, et lors de ce dîner au Fouquet's, Jacques avait planté les premières graines du poison, des insinuations sur mes méthodes archaïques en affaires, des regards complices vers Sophie qui me faisaient douter de ma place. Ce soir-là, j'avais ri, forcé, payé l'addition exorbitante sans un mot. Erreur fatale. Je répondis, bien sûr, ma chérie. 20 heures au Fouquet's. J'ai hâte. Mais intérieurement, je bouillonnais. Cette fois, ce serait différent. Je ne serais pas le père effacé, le portefeuille ambulant. J'allais creuser, déterrer les secrets que Jacques enterrait sous ses mensonges. Un serveur passa, et je commandai un deuxième café,
observant la foule, des touristes japonais mitraillant l'opéra, un couple d'amoureux se querellant à voix basse, une femme élégante en trench coat fumant une cigarette électronique. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses façades haussmanniennes impeccables cachant des abysses de trahison. Comme moi. L'après-midi s'étira en une série d'appels frénétiques. D'abord, mon avocat, maître Bertrand, un vieux renard du barreau de Paris. Pierre, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles agité. Je lui demandai de fouiller discrètement les finances de Jacques Duval. Tout ce que tu peux trouver, dettes, associés douteux, tout. Il hésita, mais accepta où nous avions partagé trop de victoires en fusion-acquisition pour refuser. Ensuite, un détective privé, un ex-flic de la PJ que j'avais engagé jadis pour une affaire de concurrence déloyale. Suivez-le, jour et nuit. Photos, enregistrements, le package complet. L'argent n'était pas un problème, j'en avais à revendre, fruit de mes immeubles locatifs dans le Marais et à Montmartre. Vers 18 h, je rentrai à l'appartement pour me préparer. En fouillant mes tiroirs au geste impulsif, guidé par une intuition surnaturelle, je tombai sur une lettre jaunie, oubliée depuis des lustres. C'était de la mère de Sophie, Élise, écrite juste avant l'accident. Mon amour, protège-la. Elle est plus fragile que tu ne le crois. Ne laisse personne la briser. Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Élise avait vu juste, j'avais échoué. Mais pas cette fois. Je rangeai la lettre dans ma poche intérieure, talisman contre les ténèbres à venir. Le Fouquet scintillait comme un joyau sous les lumières des Champs-Élysées. Les palmiers en pot, les serveurs en smoking, l'odeur de truffes et de cigares cubains. Sophie arriva la première, radieuse dans une robe pull rouge qui soulignait sa silhouette élancée. Elle m'embrassa sur les deux joues, son parfum de jasmin me ramenant à des souvenirs d'enfance. « Papa. Tu as l'air fatigué. Tout va bien au bureau? » « Parfaitement, ma puce. Et toi? Le boulot à l'agence de pub te plaît toujours? » Elle hocha la tête, enthousiaste, parlant de ses campagnes pour des marques de luxe. Puis Jacques apparut, grand, athlétique, avec une barbe taillée au millimètre et un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux bruns. Il serra ma main avec une poigne ferme, presque trop. « Pierre, quel plaisir. Sophie ne tarit pas d'éloges sur vous. » Le dîner commença par des banalités, le menu au foie gras, magret de canard, soufflé au chocolat. Mais sous la surface, je sondais. « Et tes affaires, Jacques? L'avocature doit être passionnante, avec tous ces requins du barreau. » Il rit, un son modulé comme une note de piano. « Oh, vous savez, Pierre, c'est un monde impitoyable. Mais j'ai mes cartes en main. D'ailleurs, pour le mariage, nous avons une petite surprise, une lune de miel à Santorin. Vous devriez venir, non? » Le piège se refermait déjà. Dans ma mémoire, cette invitation était un leurre, il m'avait convaincu d'avancer l'argent pour le voyage, puis annuler ma présence au dernier moment. Je souris, glacial. Peut-être. Mais d'abord, parlons chiffres. J'ai promis la moitié, mais je veux voir le budget détaillé. Transparence, n'est-ce pas l'essence d'un bon mariage? Sophie rougit légèrement, jetant un regard à Jacques. Celui-ci hésita une fraction de seconde imperceptible pour d'autres, mais pas pour moi, qui connaissais désormais ses failles. Bien sûr, Pierre. Je vous enverrai ça demain. Le reste du repas se déroula dans une tension palpable, masquée par des rires forcés. Quand ils partirent, main dans la main, je restai assis, sirotant un cognac. La vengeance avait commencé. Et Paris, témoin muet, semblait retenir son souffle. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Maître Bertrand m'appela le mardi, « Pierre, Duval a des dettes. » Beaucoup. Un prêt non remboursé à une banque offshore, des liens avec un promoteur condamné pour blanchiment en 2021. Rien de solide, mais suspect. Le détective fut plus loquace, des photos de Jacques en rendez-vous nocturne avec un homme en costume anonyme, près de la place de la Concorde. Et une nuit, un enregistrement audio, Jacques murmurant au téléphone, « Oui, la vieille Bic paiera pour le reste. Une fois qu'elle aura coupé les ponts avec le père, on est tranquille. » La vieille Bic. Sophie. Mon sang se glaça. Il la manipulait, la réduisait à un pion dans son jeu d'échecs financiers. Je décidai ma première action controversée, un transfert bancaire anonyme de 10 000 € à un compte offshore que le détective avait tracé au juste assez pour alerter les créanciers de Jacques sans le ruiner encore.
Semer le doute, faire germer la panique. Était-ce moral? Non. Mais la morale avait péri avec moi dans cette pièce close, un verre de whisky à la main. Sophie m'appela le jeudi, voix chevrotante. Papa, Jacques est bizarre. Il a reçu un appel d'une banque, il menace de saisir. Je feignis l'inquiétude. Viens me voir, ma chérie. On en parle. Elle arriva le soir même, les yeux rougis. Assise sur le canapé en velours du salon, elle se confia, il dit que c'est à cause de ses études, mais je sens qu'il me cache quelque chose. Et pour le mariage? Il veut que je te demande moins d'argent. Moins d'argent. Le couteau tournait dans la plaie. Je la pris dans mes bras, sentant son corps frêle trembler. Sophie, écoute-moi. Jacques n'est pas l'homme que tu crois. Laisse-moi t'aider à voir clair. Elle se raidit, puis fondit en larmes. Papa, j'ai peur de me tromper. Mais je l'aime. L'amour. Ce mot maudit qui avait scellé ma perte précédente. Je jurai en silence, je la sauverais, même si je devais brûler les ponts. La nuit tomba sur Paris, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un signal de détresse. Et moi, ressuscité des cendres, je forgeais mon plan. La revanche ne serait pas douce, elle serait impitoyable, un opéra tragique où le traître paierait de sa peau. Les semaines qui suivirent furent un ballet macabre dans les rues de Paris, où chaque coin de rue semblait murmurer des secrets oubliés. Je devins l'ombre de Jacques, invisible et omniprésent. Le détective, un certain Moreau, un colosse au crâne rasé et au passé taché de scandale à la brigade financière, me livrait des rapports quotidiens par mail cryptés. Il rencontre des types louches au bar Hemingway, Ritz. Des Russes, peut-être de l'immobilier noir. Et avec votre fille. Il la cajole, mais ses textos sont froids, garde-la occupée, on a besoin de son fric. Chaque mot était un clou dans le cercueil que je creusais pour lui. Je passais des nuits blanches à décortiquer les documents que Bertrand m'envoyait, contrats falsifiés, une société écran nommée Duval Investissement, enregistrée aux îles Caïmans, qui siphonnait des fonds de clients naïfs. Jacques n'était pas un simple avocat, c'était un prédateur, un loup déguisé en agneau, profitant de la bulle immobilière parisienne pour escroquer veuve et héritier. Et Sophie? Elle était son ticket gagnant, l'héritière potentielle de mon empire. Dans ma vie antérieure, il avait attendu ma mort pour la pressurer, la convainquant de signer des procurations qu'il avait laissé ruiner, errant dans un studio sordide du 18e arrondissement, hanté par la culpabilité. Je décidai d'agir sur un autre front, la famille. Ma sœur cadette, Claire, vivait à Lyon, professeure de littérature à la Sorbonne provinciale. Nous n'avions jamais été proches où elle m'avait toujours reproché mon ambition, mes absences lors des Noëls en famille, mais elle adorait Sophie. Je l'appelai un soir, après un dîner solitaire au café de Flore, où j'avais commandé un tartare de bœuf saignant pour apaiser la faim vorace de ma rage. Claire, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos de Sophie. Sa voix, rauque de cigarettes et de conférences nocturnes, trahit son étonnement. Pierre? Ça fait des mois que tu n'appelles pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, ça, c'était mon fardeau solitaire, juste les soupçons, les dettes, la manipulation. Elle jura. Ce salaud. Je viens à Paris demain. On confronte cette gamine. Claire arriva par le TGV, débarquant à la gare de Lyon avec une valise cabossée et un air de conspiratrice. Nous nous retrouvâmes dans un bistrot anonyme du quartier latin, près de la Seine qui charriait ses mystères sous le pont des Arts. Les cadenas d'amour y pendaient encore, vestiges d'un romantisme fané. Elle est aveugle, Pierre. Comme Élise l'était avec toi, au début. Claire avait toujours eu la langue acérée, forgée sur des analyses de Balzac et de Zola. Nous bûmes du vin rouge, un Côte-du-Rhône corsé, en ourdissant notre plan. Claire contacterait Sophie sous prétexte d'une surprise pour le mariage, un week-end à Deauville. Moi, je creuserais plus profond dans les affaires de Jacques. Le lendemain, je m'infiltrai dans son cabinet d'avocat, rue de Rivoli. Pas en intrus, j'avais mes contacts, un huissier complice qui me devait une faveur après une affaire de succession en 2018. Pierre Laurent, pour un rendez-vous fictif, mentis-je à la réceptionniste, une blonde aux ongles laqués. Elle me fit entrer dans une salle d'attente lambrissée, où des tableaux de monnaie falsifiés ornaient les murs. Jacques surgit, surpris mais poli. Pierre. Pas prévu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène? Je m'assis, croisant les jambes avec une nonchalance calculée. Une consultation.
disons. Sur les risques d'escroquerie dans les mariages mixtes. Ses pupilles se dilatèrent imperceptiblement. Nous parlâmes pendant 1 heure, clauses prénuptiales, régimes matrimoniaux, la loi française sur les donations. Mais j'insinuais, semais le doute. Vous savez, Jacques, j'ai entendu des rumeurs sur des avocats qui profitent des familles vulnérables. Ça finit mal, au pénal. Il blêmit sous son bronzage artificiel. Pierre, vous vous méprenez. Je suis clean. Clean. Le mot me fit rire intérieurement. En sortant, je glissai un mouchard GPS dans la doublure de son manteau, laissé sur un fauteuil. Technologie basique, mais efficace. Ce soir-là, les données affluèrent, Jacques roulant vers une banlieue chic de Neuilly, entrant dans un hôtel particulier gardé par un vigile. Mes recherches rapides sur LinkedIn révélèrent le propriétaire, Viktor Kuznetsov, un oligarque russe exilé, soupçonné de liens avec la mafia moscovite. Le puzzle se dessinait, Jacques blanchissait de l'argent via des achats immobiliers fictifs, et Sophie était la clé pour légitimer les flux. Claire et Sophie se virent le samedi suivant, dans un salon de thé du Marais, avec ses poutres apparentes et ses pâtisseries feuilletées. Je les observais de loin, depuis une table voisine, feignant de lire Le Monde. Sophie rit aux éclats aux anecdotes de sa tante, mais quand Claire aborda le sujet, l'air se chargea. « Ma chérie, ton père s'inquiète. »« Jacques. Il a des ombres. » Sophie se ferma, comme une huître sous la lame. « Tati, c'est des bêtises. Papa est parano depuis maman. »« Parano. » Le mot me piqua. Claire insista doucement, évoquant des « amis » qui avaient vu Jacques avec d'autres femmes. Mensonge pieux, mais nécessaire. Sophie partit en larmes, jurant de « clarifier ça ». Ce soir-là, elle m'appela « Papa, c'est vrai ? Les dettes ?» Je niai à moitié, jouant l'hésitant. Je vérifie, ma puce. Mais promets-moi, pas de signature avant qu'on en sache plus. Ma deuxième décision controversée vint cette nuit-là, dans l'insomnie. J'appelai un hacker freelance, un gamin de Nanterre que j'avais croisé lors d'une cyberconférence. Accès aux mailles de Duval. Tout. Illégal ? Absolument. Mais la loi du talion ne respecte pas les codes pénaux. Les fichiers arrivèrent à l'aube, correspondance avec Kuznetsov, plan pour un transfert de 500 000 € via un compte au nom de Sophie. Et une pièce jointe qui me coupa le souffle, une photo d'Élise, ma défunte épouse, prise des années avant l'accident. Elle savait pour tes affaires, Pierre. Et elle a payé. Signé, Jacques. Élise. L'accident n'en était pas un. Jacques, ce monstre, avait saboté les freins. Ou pire, payé un mécano. La révélation me terrassa. Je vomis dans l'évier de marbre, les mains tremblantes. La trahison n'était pas nouvelle, elle remontait à des lustres, enracinée dans le passé. Sophie n'était qu'un pion, Élise avait été la première victime. La vengeance enfla, un raz-de-marée prêt à engloutir Paris. Je confrontai Claire le lendemain, dans son hôtel près de Bastille. Il a tué Élise. Ou du moins, il y a trempé. Elle pâlit, allumant une gauloise d'une main fébrile. Preuve. Les mai, les dates concordant avec l'accident. Nous pleurâmes ensemble, pour la première fois depuis l'enterrement. Puis, résolution, alerter la police anonymement, mais pas encore. D'abord, briser Jacques de l'intérieur. Sophie revint vers moi, brisée. Papa, je l'ai quitté. Temporairement. Soulagement, mêlé de culpabilité. Je l'invitai à dîner chez moi, un coq au vin mijoté par ma gouvernante fidèle, Marie. Autour de la table en acajou, sous le lustre en cristal, elle se confia, il me contrôlait, papa. Les textos, les sorties. Et l'argent, il en parlait tout le temps. Je hochai la tête, retenant mes larmes. Tu es forte, comme ta mère. On va s'en sortir. Mais au fond, la tempête couvait. Jacques, flairant le vent tourné, m'envoya un message, Pierre, parlons. Seul à seul. Demain, minuit, pont des Invalides. Le piège. Dans ma vie passée, j'y étais allé, naïf, et il m'avait menacé subtilement, laissez-nous tranquilles, ou votre empire saute. Cette fois, j'irais armé au nom d'une arme, mais de preuves. Le pont des Invalides, avec ses arches sombres sur la Seine noire, serait le théâtre de notre duel. La nuit tomba, lourde de promesses sanglantes. Paris dormait,
ignorant le drame qui se nouait dans ses veines. Et moi, ressuscité, j'avançais vers l'abîme, prêt à tout pour laver l'honneur de mes mortes. Le pont des Invalides s'étirait comme une lame d'acier sous la lune voilée, la Seine clapoteuse en contrebas portant les échos lointains des sirènes de bateaux-mouches. Minuit sonna à l'horloge de l'hôtel des Invalides, un glas funèbre. Je m'appuyais à la rambarde, le col de mon manteau relevé contre le vent mordant, une enveloppe Kraft glissée dans ma poche intérieure les preuves compilées, impression d'email, relevé bancaire, même une transcription de l'enregistrement où Jacques ricanait sur « l'accident d'Élise », si commode. Mon cœur battait à un rythme de marche funèbre, mais mes mains étaient fermes. Cette fois, pas de recul. Jacques apparut de l'autre côté du pont, silhouette élancée dans un pardessus noir, une écharpe Hermès flottant comme un serpent. Il s'approcha lentement, ses mocassins claquant sur les pavés humides. « Pierre. Vous êtes ponctuel. J'aime ça chez un homme d'affaires. » Son sourire était un masque, craquelé aux commissures. Je ne répondis pas immédiatement, le fixant avec l'intensité d'un inquisiteur. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente. Assez de jeu, Jacques. Je sais tout. Les dettes, Kouznetsov, les freins sabotés sur la voiture d'Élise. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau noire. Il s'arrêta net, son visage se figeant en une grimace de surprise, puis de rage contenue. Qu'est-ce que vous racontez? Élise. Un accident. Tragique, certes, mais... Épargnez-moi vos plaidoiries. J'ai les mais, les virements. Vous avez payé un garagiste de banlieue, un certain Rossi, pour trafiquer les plaquettes. Il a craqué, sous pression. Mensonge partiel, Rossi était mort, mais j'avais forgé la piste via le hacker. Jacques blêmit, jetant un regard furtif vers les berges désertes. Pierre, vous divaguez. Si vous parlez, c'est Sophie qui en pâtira. Elle sait des choses. Des petits secrets. Sophie. L'arme fatale. Il sortit son téléphone, comme pour composer un numéro, mais je fus plus rapide. Je brandis l'enveloppe, la lui agitant sous le nez. Une copie est déjà chez mon avocat. Et chez la PJ. Mais je vous offre une porte de sortie, disparaissez. Annulez le mariage, remboursez chaque centime, et fuyez Paris avant l'aube. Sinon. Je laissai la menace planer, le vent emportant mes mots vers les étoiles. Il ricana, un son amer. Vous, l'homme qui a tout sacrifié pour son empire? Vous n'êtes qu'un lâche, Pierre. Sophie me l'a dit, vous étiez absent pour sa mère, obsédé par l'argent. Moi, je l'aime. Vraiment. L'amour. Encore ce poison. Nous nous jaugeâmes, deux taureaux dans l'arène invisible de la nuit. Puis, dans un geste fulgurant, il me frappa un coup de poing au plexus, précis, d'un boxeur amateur. Je pliai, l'air chassé de mes poumons, mais roulé sur le côté, évitant le coup de pied qui suivit. La rambarde grinça sous mon poids alors que je me redressais, le souffle court. C'est ça, votre amour? La violence? Je sortis mon propre atout, un spray au poivre, acheté discrètement en pharmacie. Un jet bref, et Jacques hurla, portant les mains à ses yeux larmoyants. Il tituba, maudissant en un mélange de français et d'anglais. Je l'empoignai par le col, le plaquant contre le métal froid. Écoutez bien, Sophie est à moi. Ma famille. Vous n'êtes qu'un parasite. Partez, ou je vous noie dans cette Seine qui a vu tant de cadavres. Il cracha, aveugle de douleur. Vous regretterez ça, Laurent. J'ai des amis. Puissants. Mais sa voix tremblait. Je le relâchai, et il s'effondra à genoux, toussant. Tandis qu'il rampait vers la berge, je jetai l'enveloppe dans l'eau, un sacrifice calculé, les copies étaient en sécurité. La décision controversée de la nuit, pas de police immédiate. Pas encore. Je voulais le voir se débattre, supplier, avant le coup de grâce. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un soleil pâle, comme si la ville feignait l'innocence. Sophie m'appela en pleurs, « Papa, Jacques a disparu. Il a laissé un mot, j'ai besoin de temps. » Qu'est-ce qui se passe? Je la calmai, l'invitant chez moi. Elle arriva, pâle, les cheveux en bataille, vêtue d'un sweat trop grand, le sien à lui, sans doute. Nous nous assîmes dans le salon, face à la cheminée où crépitait un feu d'octobre anticipé. Marie nous servit du thé à la bergamote, discrète comme toujours. « Ma chérie, assieds-toi.
Il faut qu'on parle. De tout. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Je commençais par Élise, l'accident, les doutes que j'avais eus pendant des années. Ta mère. Ce n'était pas un simple crash. Quelqu'un a trafiqué la voiture. Et Jacques. Il est impliqué. Les mots la frappèrent comme un ouragan. Elle sanglota, se couvrant le visage. Non. Il m'a dit que tu étais parano, que tu inventais pour nous séparer. Mais. J'ai vu des choses. Des appels nocturnes, de l'argent qui disparaissait de notre compte joint. Le voile se déchirait. Pendant des heures, nous parlâmes de son enfance volée par mes absences, de sa peur de l'échec, de comment Jacques l'avait séduite avec des promesses de stabilité, masquant son avidité. Claire nous rejoignit, apportant une bouteille de calvados normand pour anesthésier la douleur. Il t'a utilisé, Sophie. Comme un trophée. Mais tu es plus que ça. Ma nièce au nom, ma fille leva les yeux, pour la première fois avec une lueur de défi. Et maintenant? Le mariage. C'est fini? Fini, oui. Mais la vengeance? Elle commence. Ma troisième décision controversée, impliquait Sophie. Pas comme victime, mais comme alliée. Aide-moi à le piéger. Contacte-le, dis-lui que tu veux le revoir, que tu as l'argent de la famille. On l'enregistre. Elle hésita, les lèvres tremblantes. Était-ce cruel, de la plonger dans les ténèbres? Oui. Mais le feu forge l'acier, la douleur, le caractère. Elle accepta, d'une voix ferme, pour maman. Et pour nous. Les jours suivants furent un tourbillon d'intrigues shakespeariennes. Sophie envoya un message à Jacques, reviens. Papa a cédé, il paie tout. Rendez-vous au Ritz, suite impériale. Il mordit à l'hameçon, avide. Nous installâmes des micros cachés en faveur d'un ingénieur son de l'opéra, endetté envers moi. Le rendez-vous fut fixé au 15 décembre, sous les lustres de cristal du Ritz, où Marcel Proust avait autrefois fantasmé ses duels. Mais avant cela, un obstacle, Kuznetsov. Le détective Moreau m'avertit, l'oligarque sait que vous fouinez. 2 gorilles vous ont filé hier, près du Louvre. Menace réelle. Je renforçai ma sécurité, un garde du corps, ex-légionnaire, nommé Raoul, qui me suivait comme une ombre. Et une nuit, dans mon bureau vitré, je reçus un appel anonyme, voix synthétique, Laurent, lâchez Duval. Où votre fille paie le prix d'Élise. Mon sang se figea. Il savait pour Sophie. Je protégeais ma fille, elle déménagea chez Claire, sous surveillance. Moi, je contre-attaquai. Via Bertrand, j'activai un contact à Europol, un vieux camarade de promo à Sciences Po, alerté sur Kuznetsov. Blanchiment via immobilier parisien. Les rouages de la justice se mirent en branle, lent mais inexorable. Jacques, coincé entre 2 feux, paniqua. Ses messages à Sophie, suppliant, puis furieux. Dis à ton père d'arrêter, ou je balance tout sur Élise. C'était lui, le coupable. Twist mineur, Jacques accusait. Moi? Dans les fichiers du hacker, un mail ancien, Élise soupçonnant mes propres affaires borderline, des commissions occultes sur des permis de construire. Avait-elle menacé de divorcer? Jacques avait-il agi pour me protéger ou non, pour me piéger? La vérité se tordait comme une vrille. Mais peu importait, il paierait. Le 15 décembre arriva, enneigé, Paris blanchi sous un manteau rare. Au Ritz, Sophie, métamorphosée en Vénus vengeresse dans une robe fourreau noire, attendait dans la suite. Je suivais via un flux vidéo, cœur serré. Jacques entra, hagard, barbu de 3 jours. Mon amour. Il s'agenouilla, théâtral. Elle feignit la tendresse, versant du champagne. L'argent est prêt. Mais dis-moi la vérité. Sur maman. Il craqua. Les micros capturèrent tout, aveu sur les freins, le chantage à Élise pour qu'elle se taise sur ses malversations à moi. Oh oui, j'avais frôlé la limite, mais pas tué. C'était pour nous protéger. Elle allait tout détruire. Sophie, larmes aux yeux, activa l'enregistreur visible. Tu es fini, Jacques. Il bondit, furieux, mais Raoul surgit de la penderie, le plaquant au sol. La police, alertée, débarqua en trombe. Menottes, cris, flash des paparazzis attirés par le scandale. Paris bruissait déjà, le fiancé de l'héritière Laurent arrêté pour meurtre.
Soulagement? Pas encore. Sophie s'effondra dans mes bras, dans le couloir lambrissé. Papa. Et toi? Tes secrets. La confrontation ultime. Je lui avouai les commissions illégales, les pots de vin minimes pour graisser les urbanistes. J'étais faible. Mais pour toi, j'ai changé. Elle pleura, mais pardonna. On recommence. Ensemble. Pourtant, la tension montait. Kouznetsov riposta, une bombe artisanale devant mon immeuble du Marais, heureusement déminé. La guerre s'intensifiait. L'arrestation de Jacques fit les gros titres du Figaro et de Libération, un cocktail explosif de scandales mondains et de crimes crapuleux. L'avocat maudit, meurtre pour un empire immobilier, titrait Le Monde, avec une photo floue de lui menotté, escorté par des flics en civil sous la pluie de décembre. Paris, cette grande commère, jasa, dîner en ville où on disséquait l'affaire comme un Proust au scalpel, ragot sur les champs où les vitrines de Louis Vuitton reflétaient des messes basses. Moi, Pierre Laurent, je devins le héros involontaire, le père protecteur, le justicier dans l'ombre. Mais sous les louanges, la pourriture suintait encore. Kouznetsov n'était pas du genre à plier. 3 jours après l'interpellation, mon bureau fut cambriolé, dossier sur les propriétés du 7e arrondissement disparu, ordinateur formaté. Raoul, mon garde du corps, flaira le coup, russe, patron. Pro. Ils veulent vos plans pour revendre au noir. Je renforçais les serrures, installais des caméras, mais le sommeil me fuyait. Chaque nuit, dans mon appartement hanté par les fantômes d'Élise et de ma mort passée, je revivais le pont des Invalides, le craquement de la rambarde, le goût salé de la peur. La vengeance était un opium addictif, mais son sevrage promettait l'enfer. Sophie, hébergée chez Claire dans un appartement cosy de Belleville, guérissait à petits pas. Nous dînions ensemble chaque soir chez moi, ou dans des brasseries anonymes du quartier latin, où l'odeur de frites et de bière pression masquait nos silences lourds. Papa, et le mariage, demanda-t-elle un soir, piquant dans un steak frites au Procope, le plus vieux café de Paris. Je posai ma fourchette. Oublie-le. À la place, un voyage. Juste nous deux. Provence, peut-être. Les lavandes en fleurs. Elle sourit, timide, mais ses yeux verts portaient encore l'empreinte de la trahison. Et tes affaires? Les journaux disent que tu as fricoté. La presse fouineuse avait déterré mes vieux péchés, une enquête de 2015 sur des bakchiches pour un permis à la défense. Bertrand avait étouffé l'affaire, mais maintenant, avec le scandale Duval, les charognards revenaient. Ma décision controversée numéro 4, une confession publique. Pas totale, je n'étais pas un saint, mais assez pour laver mon nom. J'accordais une interview exclusive à France Inter, voire rauque dans l'aube froide d'un studio près de la radio-télévision française. Oui, j'ai commis des erreurs. Des raccourcis dans un monde impitoyable. Mais pour protéger ma famille, j'ai payé. Et aujourd'hui, je jure, transparence totale. Les actions de Laurent Immobilier chutèrent de 5%, mais Sophie m'écrivit, fière de toi, papa. Claire, pragmatique, grogna, risqué, frangin. Mais noble. Kouznetsov frappa plus fort. Le 20 décembre, une lettre anonyme glissait sous ma porte, photo de Sophie marchant seule rue de Rivoli, avec un viseur rouge superposé. Menace claire. Je l'envoyais illico à Europol, via mon contact. Réponse, on le piste. Restez vigilants. Raoul et moi devînmes paranoïaques, trajet en zigzag, voiture banalisée, même un flingue légal dans la boîte à gants autorisation spéciale, faveur d'un préfet complice. Noël approchait, Paris paré de guirlandes et de lumière sur les grands boulevards. Traditionnellement, nous fêtions chez moi, dinde rôtie, bûche de Noël au café, chant autour du piano où Élise jouait autrefois du Debussy. Cette année, Claire organisa une veillée intime à Lyon. Train de nuit, wagon-lit brinque-ballant, Sophie blottit contre moi comme à 10 ans. Papa, j'ai peur qu'il revienne. Jacques. Je la serrai. Il pourrit en tôle, en attente de jugement. Blanchiment, homicide involontaire 20 ans minimum. À Lyon, sous les toits en zinc de la vieille ville, nous mangeâmes trop, fromage puant, volaille farcie au marron. Claire raconta des histoires de Zola, transformant notre deuil en catharsis littéraire. Mais le 24 au soir, mon téléphone sonna, numéro masqué. Voix de Jacques, étouffée par le béton de la maison d'arrêt de Fresnes. Pierre. Vous avez gagné. Mais Kouznetsov.
Il vous tuera. Pour le fric. Dites à Sophie que je l'aimais. Vraiment. L'appel dura 30 secondes, coupure brutale. Était-ce un piège? Un suicide verbal? Je n'eus pas le temps de digérer, alerte Raoul, panique. Nous rentrâmes à Paris par le premier TGV, escortés par une patrouille discrète. La capitale, enguirlandée, semblait moqueuse, Père Noël bedonnant sur les champs, enfants émerveillés devant les vitrines du bon marché. Et nous, fuyant comme des ombres. Le nouvel an se profila sous tension. Sophie insista pour une soirée normale, feu d'artifice vu de la Seine, sur un bateau privé. Pour tourner la page. J'acceptai, mais avec Raoul en sentinelle. La nuit du 31, feux d'artifice éclatèrent, explosions colorées reflétées dans l'eau noire. Sophie leva sa flûte de champagne. À nous. À la vie. Nos verres tintèrent, mais au milieu du bouquet final, un sillage suspect, hors-bord rapide, ombre glissant vers nous. Raoul réagit, à terre. Fusillade silencieux, professionnel. Balles sifflant, ricochant sur le bastingage. Je couvris Sophie, la poussant vers la cabine. Cris, panique des autres passagers. L'embarcation adverse vira, disparaissant dans la brume fluviale. Police fluviale accourut, sirène hurlante. Bilan, un blessé léger, Raoul touché à l'épaule. Et moi, indemne, mais brisé. Kouznetsov escaladait. L'enquête rebondit, Jacques avait balancé. En échange d'une réduction de peine, il livra les noms au Kouznetsov, ses lieutenants, les planques à Montreuil. Raid de la Briffe le 2 janvier, perquisition, arrestation. L'oligarque, barricadé dans son hôtel particulier de Neuilly, se rendit sans un mot, Rolex au poignet. La presse explosa, chute d'un tsar à Paris, l'affaire Laurent Kouznetsov. Mais le chaos trao personnel vint plus tard. Jacques, en cellule, demanda à me voir. Visite au parloir de Fresnes, odeur de désinfectant et de désespoir. Verre plexi entre nous, combiné graisseux à l'oreille. Il avait maigri, yeux caves. Pierre. Je mérite la tôle. Mais Sophie. Protégez-la. Kouznetsov avait un complice. Dans votre entourage. Le twist me frappa, trahison interne. Qui? Bertrand? Non, trop loyal. Marie, la gouvernante? Absurde. Puis, flash, les fuites précises sur nos mouvements. Claire? Impossible. Non. L'ex-flic Moreau, le détective. Payé double par Kouznetsov. Je le confrontai le soir même, dans un bar miteux de Pigalle. Traître. Il n'y a, mais son regard fuyant le condamna. Une bagarre s'ensuivit au poing, chaise brisée. Raoul l'immobilisa, et la police l'embarqua. Aveu sous pression, l'argent. Trop tentant. Vengeance accomplie? Presque. Mais la décision finale, la plus controversée, pardonnée à Jacques, partiellement. Pas pour lui, mais pour Sophie. Lors du procès, en mars 2024, sous les lambris du palais de justice de l'île de la Cité, je témoignai, fait nu, sans haine superflue. Il a détruit des vies. Mais la justice, pas moi, le jugera. Sentence, 25 ans. Dur, mais humain. Sophie, à mes côtés, serra ma main. Merci, papa. Paris printanier bourgeonnait dehors, marronnier en fleurs le long de la Seine. Mais l'ombre persistait, mes propres démons, les commissions passées. Je vendis une partie de l'Empire, créai une fondation pour les victimes d'escroquerie, rédemption, ou alibi. Le calme revint, fragile. Dîner en famille, promenade au Luxembourg. Pourtant, une nuit, rêve récurrent, ma mort passée, le revolver contre la tempe. Étais-je vraiment ressuscité, ou piégé dans un purgatoire vengeur? Le printemps 2024 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse, les cafés des terrasses regonflés de Parisiens friands de croissants et de commérages post-hiver. L'affaire Duval-Kouznetsov s'estompait dans les archives judiciaires, remplacée par des scandales plus frais, une starlette du cinéma grillée pour drogue, un ministre épinglé pour népotisme. Moi, Pierre Laurent, j'émergeais des décombres comme un phénix échaudé, l'empire immobilier recentré sur l'éthique, audit transparent, dont à des associations de quartier pour loger les SDF du canal Saint-Martin. Sophie, rayonnante à nouveau, avait repris son job à l'agence, mais avec une armure invisible, cours d'autodéfense,
thérapie chez un psy du 5e arrondissement spécialisé en traumas familiaux. Pourtant, la vengeance n'était pas close. Le twist final se profila lors d'une soirée inaugurale à l'hôtel de Crillon, mi-avril. Gala de charité pour les orphelins de la route, clin d'œil poignant à Élise. Sophie, en robe sirène émeraude, flottait parmi les invités, politique en smoking, actrice aux lèvres carminées, philanthrope bedonnant. Moi, en queue de pie, sirotais un chablis sec, observant. Claire, en tailleur pantalon vaporeux, me glissa, elle brille, frangin. Tu as bien fait. Puis, elle apparut, une femme d'une quarantaine d'années, chignon strict, yeux verts comme ceux de Sophie au nom, impossible. Élise? Mon cœur s'emballa. Fantôme? Non, Camille, la sœur jumelle d'Élise, que j'avais perdue de vue après l'enterrement, recluse en Bretagne par le chagrin. Elle s'approcha, verre à la main. Pierre. Il est temps. Nous nous isolâmes dans un salon adjacent, tapissé de soie damassée. J'ai suivi l'affaire. Jacques. Il m'a contacté, en tôle. Il a avoué, l'accident, c'était pour moi aussi. Élise et moi, on enquêtait sur tes affaires. On voulait te confronter, te sauver de toi-même. La révélation me coupa le souffle. Élise n'était pas victime innocente, elle complotait, avec sa sœur, pour me dénoncer aux autorités. Jacques, amant secret de Camille à l'époque, avait appris le plan et saboté la voiture pour la protéger elle, et couvrir ses propres crimes. Twist cruel, ma femme, mon amour, me trahissait en silence. Pour le bien, peut-être, mais trahison quand même. Camille pleura. Elle t'aimait, Pierre. Mais pas ton ombre. Je vacillais, le monde basculant. Était-ce pour ça que j'avais ressuscité? Pour affronter non seulement les monstres extérieurs, mais le mien intérieur. Sophie nous surprit, entrant avec un sourire qui s'effaça. Tati Camille. Réunion des ombres. Explication larmoyante, vérité nue, Élise, héroïne ou martyr? Sophie, dévastée, s'effondra. Maman. Contre papa. Nous passâmes la nuit à parler, jusqu'au lever du soleil sur la place de la Concorde, café au lait tiède à la main. La décision ultime, la plus controversée, absoudre Élise. Publiquement. Lors d'une conférence de presse au siège de mon entreprise, face au flash des journalistes du quai des Orfèvres. Ma femme était une femme de principe. Elle a payé pour mes failles. Aujourd'hui, je honore sa mémoire en changeant. Pas de détails sordides de justice pour les vivants. Camille devint partenaire, Fondation Élise Laurent, pour l'éthique en affaires. Jacques, apprenant par la presse, envoya une lettre de Fresnes, vous gagnez encore. Mais Sophie. Elle mérite mieux que nous deux. Je la brûlai, sans regret. Libéré, je planifiais un été en Normandie, maison familiale à Honfleur, marée haute, souvenirs sans poison. Mais le BKCH ou Happy End? 20 en juin. Sophie, lors d'un pique-nique au jardin des Tuileries, sous les statues de Louis XIV, annonça « Papa, je suis enceinte ». Pas de lui. D'un nouveau départ. L'enfant d'un collègue honnête, un graphiste aux yeux doux. Joie explosive, mêlée de terreur, aurais-je la force d'être grand-père sans répéter les erreurs? Paris, éternel, nous enveloppa, scène scintillante, Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience. Ma résurrection? Pas un don divin, mais une seconde chance arrachée aux enfers. La vengeance avait guéri, ou du moins cicatrisé. Sophie posa sa tête sur mon épaule. On est libre, papa. Et pour la première fois depuis mon suicide fantôme, je crus en cette liberté. Fin, ou nouveau chapitre. La ville, muette, gardait le secret.